Bonjour et bienvenue dans Bretonne, un podcast qui vous propose chaque semaine de découvrir une femme au parcours singulier et inspirant. De Rennes à Quimper, de Morlaix à Lorient, nous, 4 étudiantes rennaises, sommes allées à la rencontre de ces Bretonnes pour parler de ce qui les passionne, qu'elles soient sportives, femmes politiques, artistes ou encore entrepreneuses. La réalisation de ce podcast a été possible grâce à la participation d'Harmonie Mutuelle, que nous remercions chaleureusement. Cette semaine, nous vous proposons d'écouter notre échange avec Vanadis, DJ rennaise de musique électronique. Et c'est moi, Livia, qui ai mené la discussion. Elle nous a raconté son expérience dans un milieu musical bienveillant, nous a parlé des relations compliquées avec les riverains à Rennes. Elle nous a également partagé ses réflexions sur l'uniformisation du monde de la musique électronique et sur ce que l'on attend des femmes dans cet univers. Bonjour Morgane, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bonjour à vous toutes et merci de m'avoir invitée. Donc tu as choisi de nous rencontrer à Rennes, ville où tu t'es installée en 2011. Qu'est-ce que ce lieu représente pour toi ? Déjà, ce lieu représente pour moi la première sensation de liberté après avoir quitté le petit nid familial. Après, Rennes, c'est aussi un endroit de construction pour moi, parce que c'est une ville où je pensais vraiment que passer pour mes études pendant 3 ans lors de ma licence et bouger en master après. Et finalement, je m'y suis beaucoup plu, je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai monté une association, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je reste à Rennes. Je la trouve à taille humaine, je trouve que c'est un petit bouillonnement culturel, il y a beaucoup de gens différents qu'on peut rencontrer, de gens de tous horizons, et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce lieu. Donc tu dis que tu es d'abord venue pour tes études. Qu'est-ce que tu as fait comme études et dans quelle perspective ? Alors j'ai commencé par une première année de droit pour devenir huissière de justice, et j'ai pas du tout aimé ma première année de droit, donc j'ai arrêté. Après ça, j'ai fait une licence de communication à Rennes 2. J'ai poursuivi sur le Master 1 à Rennes 2, mais j'ai arrêté parce que ça se passait pas très bien. Et j'ai fini par faire le diplôme étudiant entrepreneur à l'IGR, juste à côté. Et en même temps, je suivais une formation de management opérationnel au Conservatoire national des arts et métiers. D'accord, donc c'est par cette voie que tu t'es retrouvée à faire de la musique ? Du tout, non. Alors la musique, c'est pas quelque chose de professionnel pour moi. C'est pas de ça dont je vis. Parce que c'est ma passion et j'ai jamais souhaité vivre de la musique. Et je me suis retrouvée dans la musique d'une certaine manière pour me professionnaliser quand même, parce qu'en fait je voulais faire de l'événementiel. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'association Midweek, qui aujourd'hui est l'association Onde dont je suis présidente. Et c'est plus ça en fait qui m'a fait rentrer dans la musique, c'est rentrer dans une association derrière. Et tu avais pratiqué un instrument avant ou fait de la musique ? J'ai fait du piano pendant 7 ans au conservatoire ainsi que du chant, conservatoire municipal à La Baule. Et j'ai toujours été très sensible à la musique parce que mon père écoutait énormément de musique, il y en avait toujours beaucoup à la maison. Et j'avais beaucoup d'amis aussi qui étaient musiciens, que ce soit électronique ou acoustique, donc j'ai toujours baigné en fait dans ce milieu-là. Et dans des influences plutôt différentes finalement ? Très différentes, j'avais des potes qui avaient un groupe de rock, d'autres qui préféraient carrément le rap, et des potes DJ qui du coup faisaient musique électronique. Et j'ai toujours ce spectre, aujourd'hui je mixe musique électronique, mais j'ai un spectre très très large. Chez moi c'est relativement rare en fait que j'écoute de la musique électronique. Sauf quand je dois préparer une date, préparer un concert. Sinon j'écoute principalement de la musique acoustique en fait. Par contre tu décris ta musique comme de la techno, plutôt. Et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans cette voie-là ? Alors, je la considère même pas forcément comme techno, je considère une grande famille de l'électronique. Je fais beaucoup de styles différents, je passe par la UK bass, je vais prendre de l'électro des années 80, je vais faire un peu de techno, je fais vraiment beaucoup de choses. Pourquoi ça ? C'est que j'ai toujours bien aimé le rock, mais sans trop forcément me retrouver complètement dedans. Et petit à petit, il y avait cette passion musicale que j'ai quand même depuis que je suis enfant. J'ai toujours aimé partir à la découverte de nouvelles sonorités. Et la musique électronique, c'est ce qui m'a le plus plu, en fait. C'est ce qui a le plus fait un déclic chez moi. Et il y a aussi la pratique de la musique électronique qui est moins normée. 7 ans de conservatoire, ça laisse pas indemne, niveau solfège. Et elle me hérissait un petit peu le poil. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui était plus libre. Et c'est là où je me suis retrouvée dans la musique électronique. Et parce que donc là, tu décris ta musique un petit peu à l'intersection de plein de genres différents. Et on a lu une phrase dans une de tes interviews qui nous a fait assez rire. C'était « Je joue des choses sombres, des trucs qui prennent bien la tête. C'est ce que j'aime quand ça atomise le cerveau ».
Ouais, c'est une vieille interview, ça c'était pour I'm From Rennes il y a 2 ou 3 ans. C'est moins le cas maintenant, mais c'est vrai que en fait, j'aime bien la musique que les gens n'attendent pas. C'est-à-dire la musique qui... Quand la personne est en train de crier « Allez là » devant moi, ce qui arrive assez régulièrement quand même en soirée, et ben, je ne vais surtout pas lui donner ce que la personne attend. Et j'aime bien en fait faire d'une certaine manière un peu réfléchir. Donc c'est pour ça que je joue beaucoup de choses, ce qu'on appelle breaker. Et c'est un rythme beaucoup plus saccadé où les gens sont, je pense, plus dans l'écoute parce que comme ils ne sont pas dans ce qu'ils attendent, il y a un peu plus d'introspection en fait sur ce qui est en train de se passer devant eux. Et quand je dis que ça atomise le cerveau, c'est pas forcément parce que c'est dur, mais plus dans le sens où voilà, dans le schéma de la musique électronique classique, il va y avoir la montée, le drop, hop, le kick qui revient. Donc le kick, c'est boum boum boum. Moi, j'aime bien que y ait la montée, pas de drop et pas de kick, quoi, parce que la personne, elle va se dire ah mais là, je pensais qu'il y a ça qui allait arriver, et du coup, elle porte une oreille plus attentive, je pense, à ce qui se passe. Que voilà, si on va voir un gros DJ, on sait exactement ce qu'il va faire. Bon, on ressort content, mais pas surpris. Moi, je préfère quelqu'un qui ressort moins content, mais plus surpris que quelqu'un qui a eu ce qu'il voulait. Et donc du coup, quand est-ce que tu es devenue Vanadis ? Alors, je suis devenue Vanadis par la force des choses. Donc à l'époque, comme je le disais, je faisais partie de Midweek. J'étais bénévole chez Midweek, je collais des affiches, j'étais à la billetterie sur l'organisation de soirées. Et puis mon meilleur ami a rapatrié ses platines chez moi. Et j'ai commencé à mixer un peu comme ça pour m'amuser avant des soirées avec des copains. Et puis comme j'ai toujours été très curieuse, j'avais quand même j'ai acheté beaucoup de musique différentes. J'ai cherché des petites pépites. J'ai acheté des vinyles alors que je ne savais pas mixer sur platine vinyle, mais j'avais une petite platine d'écoute. Et puis en fait un jour, donc Greg, qui était président de Midweek, m'a dit bon dans 2 semaines tu joues au Barrick et il me faut un nom de scène pour demain. Voilà comment je suis devenue Vanadis en une soirée en fait. Il fallait que je trouve un nom très très vite, c'était assez compliqué. Et alors ça veut dire quoi ? Alors Vanadis, c'est un autre nom de Freya, donc la déesse de la guerre et de l'amour dans la mythologie nordique. Et en fait j'adore la mythologie depuis que je suis toute petite, j'étais passionnée par ça. Donc je suis allée dans la mythologie nordique parce que la mythologie grecque est plus vastement connue et je pense que voilà, on a... Enfin, je voulais un nom qui veuille dire quelque chose mais qui ne veuille pas dire grand-chose pour les gens. Enfin, si on leur dit Freya, il y a certaines personnes qui vont connaître, mais peu, alors que si on leur dit Athéna ou ce genre de choses, tout de suite ça fait un petit son de cloche, on va dire. Mais à la base, ça vient du fait que j'adore les soirées déguisées, ça depuis toute petite. Chaque anniversaire, je mettais un point d'honneur à trouver des thèmes super cool. Et notamment quand j'ai commencé à aller en soirée techno ou ce genre de choses, je trouvais ça marrant de toujours porter des masques ou ce genre de choses, enfin de rapporter un petit grain de folie ou un petit grain de fête. Et Vanadis, c'est un des alias de Freya qui se déguise pour tromper ses ennemis. Et donc ça rejoignait ma passion pour les déguisements et je me suis dit tiens, c'est pas mal. Et est-ce qu'il y a un rapport entre ce nom et ta musique ? Pas nécessairement, un peu sur le côté déesse de la guerre, dans le sens où je joue quand même des choses relativement dures. Je joue pas vraiment de la musique du soleil, pas de la musique qui rend heureux comme de la disco ou de l'italo. Je pense que s'il y a quand même une petite corrélation là-dessus. Et donc après ta première expérience, comment tu as accédé à d'autres scènes ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est fait très facilement et sans que j'ai trop à faire d'efforts. Ça fait un petit peu nana qui se tourne les pouces comme ça à le dire. Mais d'une part, étant dans une association de musique électronique, donc Midweek en fait c'est devenu Onde. Donc moi, comme je disais, j'ai commencé en simple bénévole et au fur et à mesure, je suis passée responsable de la communication. Ensuite, j'ai fait beaucoup plus de production événementielle, ce genre de choses. Le fait d'être dans une association, ça permet de nouer des liens avec d'autres associations à Rennes qui elles-mêmes organisent et qui en fait font jouer. Il y a aussi le fait d'être une femme, c'est relativement rare, donc ça ouvre certaines portes parce que certains festivals, certaines soirées sont à la recherche de plus de parité. Donc ils vont aller chercher justement les femmes qui font de la musique et se dire bah tiens, elle ça vaut le coup, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, ça s'est fait assez vite et assez naturellement. Notamment avec les festivals maintenant qui m'a vite fait confiance. Enfin, ça faisait 1 an et demi que je mixais, ils m'ont programmé à la salle de la Cité avec un défi assez colossal à relever parce que le programmateur Gaëtan Naël m'a dit
bon bah voilà, je sais que tu joues de la musique dure, mais moi je veux absolument te programmer, et puis je sais que tu peux faire autre chose que de la musique dure. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a donné le déclic aussi d'aller chercher d'autres choses, de jouer plein de choses différentes, et ce qui m'a permis par la suite d'accéder à des scènes de plus en plus grosses aussi, c'est que je restais pas fixée dans un style, et que en fait quand on me book pour une soirée, on se dit pas bah tiens elle va faire tel genre de musique, en fait on sait pas exactement ce que je vais faire, et je pense que c'est ça qui plaît aussi. Et donc du coup ton quotidien il se passe comment ? Enfin, tu te produis souvent, tu travailles à côté, tu passes plus de temps à produire tes sons ou à faire des sets Alors là en ce moment je ne travaille pas, mais sinon c'est pas mon... Non, moi je veux pas vivre de ça parce que c'est ma passion, et que j'ai toujours estimé que même si on pouvait être passionné de son travail, il fallait pas faire de sa passion son travail parce que sinon ça devient une obligation, et je me vois pas demain obligée de faire de la musique tous les jours. Enfin il y a des jours où j'ai pas la tête à ça comme tout le monde en fait. Je me produis assez régulièrement, je pense si on fait une moyenne ça doit être 2 fois par mois. Après il y a des mois avec plus, il y a des mois avec moins. C'est avant tout déjà sur la fréquence où je joue, c'est un choix de ne pas jouer trop souvent non plus. Il y a une époque où j'ai commencé à vraiment beaucoup jouer, je jouais tous les week-ends, plusieurs fois, enfin même parfois plusieurs fois dans le week-end. Et je me suis retrouvée assez épuisée, parce que c'est quand même le milieu de la nuit, et c'est un sacré rythme à tenir. Épuisée déjà mentalement et physiquement, et surtout j'avais l'impression de ne pas avoir le temps d'aller chercher mes petites pépites, mes nouveaux sons, les choses qui vont surprendre les gens en fait, et de toujours resservir la même soupe. Et je vois pas l'intérêt de faire une activité artistique si c'est pour toujours resservir la même chose. Pour ce qui est de la production des sons, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à produire. D'ailleurs je produis pas du tout sous l'alias Vanadis, je produis sous un alias qui s'appelle DJ Padset. Parce que quand j'ai commencé à produire, c'était tellement misérable et tellement pas très propre. En fait, ça contrastait vraiment trop avec l'identité artistique que j'avais avec Vanadis. Voilà, quand on book un artiste, on va aller écouter ses productions. J'avais pas envie que certaines personnes se disent « mais c'est complètement naze ce qu'elle fait en production, non mais on va pas la prendre ». Et là, j'ai arrêté de travailler l'année dernière et je me suis du coup beaucoup plus concentrée sur la production en fait cette dernière année. Là, j'ai pas mal de sorties, j'ai fait 2 sorties en 4 mois, j'en ai une nouvelle qui arrive là et j'ai sûrement un EP qui va arriver d'ici la fin de l'année. Donc ça m'a permis de me concentrer un peu plus sur la production aussi ces derniers temps. Je consacre quand même beaucoup de temps à la musique, enfin par semaine ça doit me prendre une 20aine d'heures quand même. Donc c'est pas rien. Et c'est quoi ton plus grand rêve musical ? Un festival en particulier, une scène, ou alors mixer avec un artiste en particulier ? Je sais pas si on peut dire plus grand rêve, parce que pour moi je le catégoriserais plus comme objectif. J'aime bien me fixer des objectifs parce que je trouve que dans le domaine du rêve, il y a quelque chose qui reste d'inaccessible, et que le rêve c'est ce qui nous pousse à avancer, un objectif c'est ce qui nous pousse à vraiment faire et à prendre les mesures de faire les choses. Moi, il y a des festivals en France que j'adore, donc par exemple le Positive Education qui est à Saint-Étienne. Après, je pense que dans mes plus grands rêves musicaux, ce serait de réussir à concilier une vie professionnelle et une vie artistique, ce qui est très très dur aujourd'hui, et de ne pas laisser l'un empiéter sur l'autre. Et je crois que mon plus grand rêve, en fait, c'est que dans 20 ans, j'arrive toujours à jouer, j'arrive toujours à produire des sons que les gens aiment. C'est un peu enfantin, mais je pense que c'est vraiment ça, en fait. Continuer à partager tout ce que j'aime sans être... Parce que voilà, il y a un moment où il faut se professionnaliser, et c'est très dur, je pense, de rester dans le coup sans chercher 10 000 dates par mois ou par an, ou ce genre de choses, quoi. Et donc tu as parlé de l'association Onde. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter cet asso ? Alors Onde, c'est une association qu'on a créée en 2016. Donc c'est la petite sœur de l'association Midweek dont je parlais avant. Onde, on l'a créée, on est 3 coprésidents. Il y a Greg, Antoine et moi. C'est une association qui a pour but la découverte musicale. Alors c'est très très bateau aujourd'hui de dire ça en 2020 parce que toutes les associations de musique électronique se veulent garantes de la découverte musicale. Donc on a une émission de radio toutes les semaines, tous les samedis soirs sur Syllab. À la fois on a des invités donc, qui viennent nous parler de leurs projets musicaux, et à la fois on va chercher des podcasts, des mix qui viennent des 4 coins de la planète.
À côté de ça, on a notre projet Immersion. Donc Immersion, c'est un projet interactif numérique qu'on a lancé en septembre 2019. C'est une carte interactive en fait qui répertorie les acteurs musicaux, que ce soit label, radio, collectif ou lieu, par ville. Donc c'est en France et ça commence à l'étranger pour le moment. C'est aussi une association de DJ, même si à la base c'est pas le but, mais aujourd'hui on doit être 7 ou 8. Donc ça permet aussi de faire jouer des gens. Notre objectif, c'est de faire découvrir ces gens-là qui ont du talent au public rennais, voire plus quand on peut aller un peu plus loin. Et donc, tu es très investi finalement dans la vie associative locale rennaise. Est-ce que tu trouves que c'est une ville qui bouge et qui bouge assez ? Rennes, c'est une ville qui bouge énormément, et pas que sur la scène électronique, sur la scène rock, dub, même le rap aussi, ça commence à beaucoup à revenir, je dirais, je pense. Ça bougera jamais trop, parce qu'à Rennes, on a la chance d'avoir une énorme communication entre les différentes associations et autres, et donc on ne se marche pas les uns sur les autres. On essaye de faire les choses intelligemment en bossant ensemble et justement en laissant de la place à tout le monde. Moi, j'ai bossé pendant 3 ans au chantier, où j'étais et j'étais chargée de la programmation aussi du lieu. Et en 3 ans au chantier, j'ai vu peut-être toutes les semaines, il y avait peut-être une dizaine de nouvelles associations qui se montaient, qui demandaient à venir jouer. Donc, c'est impossible de caler tout le monde, mais c'est une ville qui est très 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 riche. Malheureusement, c'est une ville qui est très 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 pauvre en capacité d'accueil. Il y a peu de lieux qui accueillent du culturel. Alors, il y a plein de gens qui, dans les pouvoirs publics ou à la mairie, qui vont dire mais bien sûr que non. Il y a beaucoup de lieux qui accueillent. En fait, quand on ne fait pas partie des très gros, on est difficilement accueilli sur les lieux publics. Et donc vis-à-vis des municipales, tu aurais toi des attentes plutôt sur la création de nouveaux lieux ? Je pense qu'à Rennes, il faut des petites salles de capacité de 200 à 300 personnes, parce que tout le monde n'a pas vocation à vouloir faire du festival ou du concert à 5000 ou 6000 personnes. Donc oui, création de nouveaux lieux. Enfin, là, ils sont en train d'essayer de nous pondre un zénith dont on n'a absolument pas besoin à Rennes. Et je pense que, outre la création de nouveaux lieux, il y a aussi la capacité d'accueil sur les espaces publics. Il y a eu le Mail François Mitterrand qui a été créé avec l'optique d'en faire un espace événementiel où il allait se passer des choses. Nous, on a organisé 2 années de suite lors du Mail Festival Le Hameau sur le Mail François Mitterrand. Il y a eu des plaintes du voisinage pour le bruit. On terminait à 22h. Rennes, c'est une des plus grosses villes étudiantes de France. Si les gens ne sont pas contents du bruit dans le centre-ville, il faut habiter en périphérie. Et je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, Rennes, on veut être un pôle multimodal d'échange, on est à 1h30 de Paris, on est à ceci, et en fait je pense que Rennes, on essaye tellement de se développer sur l'extérieur qu'on oublie un petit peu aussi ce qui fait que Rennes est Rennes. Donc ouais, il y a des attentes, mais en même temps je trouve que c'est un petit peu facile d'attendre toujours les propositions des acteurs culturels, parce que pendant des années on nous a rabâché que la politique était l'affaire de ceux qui savaient pour nous le mieux. Et en fait, aujourd'hui, on part sur des consultations citoyennes. Je trouve que c'est des très très bonnes initiatives. Le budget participatif, par exemple, là, je trouve que c'est une excellente initiative. Je trouve que c'est bien d'aller consulter les gens, mais je pense qu'au niveau de la culture, il y a des choses qui paraissent assez évidentes à faire pour ne pas avoir besoin d'avoir des propositions des acteurs, en fait. Et à propos des nuisances, donc, tu disais que c'était très compliqué. Depuis 2013 à Paris, il y a un maire de la nuit qui a été élu par les usagers des établissements nocturnes pour inscrire la vie nocturne au cœur du débat public, et avec la création notamment de commissions de quartier sur la vie nocturne pour les relations entre riverains et acteurs de la vie nocturne. Est-ce qu'à Rennes, il ne faudrait pas créer ce poste-là, qui ait plus d'interaction avec les riverains ? Je suis même pas sûre que le problème ce soit un maire de la nuit, parce que moi, quand je parlais de problème de nuisance, c'est des manifestations qu'on lui a en journée. Les gens qui se plaignent d'un événement de musique électronique parce que la musique a fait boum boum, mais qui ne se plaignent pas un dimanche matin d'une course à pied avec un speaker de 8h du matin jusqu'à 14h sur toute la place Charles de Gaulle et le boulevard de la Liberté, etc. Et à un moment, il faut faire une demi-mesure. Enfin, y a une nuisance. Parce que dans la tête des gens, la musique électronique, c'est free party, c'est teuf, c'est drogue, c'est alcool et c'est dégénérescence. Mais sauf que ce milieu-là, il a largement évolué, il s'est institutionnalisé. Enfin, je pense que des associations à Rennes en sont quand même pas mal l'exemple. Si on prend le Big Love ou même les transmusicales qui vont de plus en plus vers de l'électronique,
Je pense que le problème, il n'est pas forcément sur les nuisances nocturnes, même si, en ayant bossé au chantier, c'est pareil, on a eu des soucis de voisinage récemment. Je pense que c'est important d'avoir un discours entre riverains et acteurs, bien évidemment, mais de là à justifier la présence d'un maire de la nuit qui, je crois, mais il faut me dire si je me trompe, de toute manière n'a aucun moyen d'action qui soit... Enfin, il peut rien faire, en fait, c'est juste une figure représentative pour faire joli et pour dire bon bah voilà, il y a un maire de la nuit, maintenant on peut discuter. Est-ce qu'il y a vraiment des discussions? Est-ce qu'il y a vraiment des décisions qui sont prises à l'issue de ces discussions? Ça reste à prouver selon moi. Donc on a pas mal parlé de Rennes et on a vu que tu étais partie à Shanghai où tu avais fait une soirée là-bas. Comment ça s'est passé cette expérience à l'étranger? Alors je suis pas partie à Shanghai pour jouer. En fait je partais en Chine parce qu'une de mes meilleures amies habitait là-bas pendant un peu plus d'1 an pour travailler. Et donc on est parti avec mon autre meilleure amie la voir. Et quand j'ai connu mes dates de départ et de voyage, j'ai démarché en fait 2 clubs à Shanghai qui faisaient de la musique électronique, qui je pense correspondaient à ce que moi je faisais, en leur proposant de venir mixer gratuitement juste pour le fun. Au début, ils m'ont dit non. On m'a dit on n'a pas de place. Je me suis dit bon bah tant pis. Et en fait 2 jours plus tard, ils m'ont renvoyé un message en me disant ah mais si en fait on a de la place pour toi, tu vas jouer 3 heures. On est passé de rien à tout. Et c'était assez particulier. C'est pas le même monde de la nuit à Shanghai. La Chine déjà en particulier, c'est pas le même monde que nous. Alors d'une certaine manière, c'est pas trop dépaysant parce qu'au final, il y avait beaucoup d'Européens dans le club et la moitié des serveurs étaient français en plus, donc j'étais pas trop perdue à ce niveau-là. Après, moi, c'était franchement une très très bonne expérience parce que c'est marrant de voir le public chinois et européen. En fait, ils viennent pas du tout pour la même chose. Déjà, le public chinois, il est relativement rare parce que la conception du loisir et du temps d'amusement en Chine est récente et commence à se faire dans les classes moyennes et pas dans les classes les plus défavorisées. Alors que à la base, la musique électronique, la free party et la teuf en France, c'est pas justement les classes moyennes ou les classes aisées, c'est plus classes un peu plus défavorisées, on va dire. Et du coup, c'est assez marrant déjà de voir cette différence entre les Chinois qui venaient s'amuser et qui, d'une certaine manière, découvrent quelque chose d'exotique en fait. Parce que pour eux, aller danser en club, bon déjà il y a la notion de liberté, de proximité avec la personne. En Chine, culturellement, on a ce qu'on appelle le Geng Shui, en fait, c'est les personnes qui sont autour de nous et qui sont notre famille, nos amis, etc., auxquels on va porter attention, et toutes les autres, elles sont invisibles, parce qu'ils sont énormément dans cette culture, et je pense qu'il y a beaucoup d'années de catholicisme en moins, et de chrétienté aussi, qui fait qu'il n'y a pas la même vision de l'individu, en fait, c'est pas du tout la même perception de l'autre qu'il y a en Chine. Et là, le fait d'être en club avec peu de lumière, peu de choses, on les voyait un peu plus se libérer et peut-être changer. Et pour le coup, je trouve qu'ils ont une écoute qui est plus attentive que le public européen qui, lui, en fait, a l'habitude de ça. Il a l'habitude, il ne se pose plus la question, il va en club pour se marrer, pour s'amuser, etc. Alors que je pense que le public chinois, il va plus facilement pour la musique. Ils ont peut-être un côté un peu plus esthète. Et tu aimerais bien réitérer cette expérience de partir dans un nouveau pays et de jouer là-bas? Oui, franchement, j'aimerais bien parce que je pense que déjà rien qu'en France, quand on bouge de ville, chaque ville a une certaine dynamique, chaque public a une certaine dynamique. Les gens ne vivent pas la chose de la même manière. Enfin, je prends Londres, j'ai habité là-bas pendant 3 mois. À l'époque, je ne mixais pas encore. Et à Londres, il y a une conception de la nuit qui est très très différente de la conception française. Et ça me plairait beaucoup d'aller jouer dans d'autres pays parce qu'il y a beaucoup de pays où... En fait, en France, on associe de plus en plus la musique électronique à la culture club. Et la culture club, c'est pas toujours la meilleure. Enfin, c'est vraiment la culture de la fête, de la désinhibition. Alors que si on prend d'autres pays comme par exemple l'Allemagne ou même l'Angleterre, ou maintenant tout ce qui arrive en Pologne, en Russie, en Ukraine, il y a ces scènes électroniques où les gens ils vont vraiment pour l'esthétique de la musique avant la fête. Et j'aimerais vraiment aller découvrir tous ces pays justement à ce niveau-là. Mais tu te sens toujours bien quand même à Rennes puisque tu es très investie et tu souhaites y rester à long terme? Oui,
vraiment, comme je disais au début, c'est pas toujours quelque chose que j'ai voulu en fait de Rennes. Au début, je pensais vraiment que ça allait être une étape de passage et au final, j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui font partie comme de ma famille. Rennes, je pense que c'est une ville qui est capable de par la mentalité en fait de ses habitants, de tenir bon justement face à certaines politiques publiques qui peuvent essayer de détruire un petit peu la ville. Je pense que justement il y a cette volonté à Rennes de garder Rennes telle qu'elle est. Et moi je vois vraiment ça comme une ville à taille humaine où les gens sont, c'est très cliché ce que je vais dire, mais où les gens sont vraiment sympas, ou Paris ou Bordeaux ou même Nantes, je trouve que c'est pas le cas. Il n'y a pas cette espèce de convivialité, cette ambiance mini-village qu'on peut retrouver à Rennes. Pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure à propos de ta musique, tu parlais d'étonnement, le fait de surprendre les personnes qui écoutaient tes musiques. Est-ce que du coup il y a un message politique dans ta musique ? Non, j'aime rarement parler de politique forcément en public, sauf sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et je n'estime pas forcément en défendre un aujourd'hui. Après, est-ce que ça viendra ? C'est une question que je me pose surtout dans l'enregistrement de podcast en fait. Parce que quand on mixe en concert, en soirée, c'est assez dur d'avoir un public réceptif en fonction de l'heure à laquelle on passe. Alors qu'un podcast qui est enregistré pour une chaîne de podcast sur SoundCloud ou YouTube ou ce genre de choses, là c'est peut-être plus possible. Et j'avoue que ces derniers temps, il y a des considérations politiques qui me prennent plus à cœur et où je réfléchis de plus en plus à comment faire pour intégrer en fait ce message à l'intérieur. Et est-ce que tu penses que la musique électronique de façon générale a quand même gardé cette âme dont tu parlais, un peu underground, où aujourd'hui, comme tu fais le constat en France, ça se dirige plutôt vers un style soirée ? Je pense que c'est oui et non en fait. À la fois, il y a une espèce de généralisation de la musique électronique en club avec une uniformisation des line-up et de la programmation, avec toujours les mêmes têtes d'affiche, toujours les mêmes personnes qu'on voit jouer, certaines personnes qui, selon moi, sont des purs produits commerciaux, parce qu'en fait, c'est des personnes qui n'ont pour moi aucun talent et pourtant se retrouvent sur le haut de la scène. Et à la fois, justement, devant cette uniformisation, il y a de plus en plus de petites initiatives qui se font pour contrer ça. Donc à l'échelle de Rennes, si on peut parler par exemple de Crax. Crax, c'est une association qui a vu le jour l'année dernière et qui veut défendre des projets de musique électronique et d'agriculture. Ils sont sur un projet avec la ferme de Quincé, où ils veulent vraiment allier culturel, agriculture, problématiques environnementales, etc. Donc là, on est plus sur des choses underground. Et à la fois, même sur les festivals, tout à l'heure, je parlais du Positive Education, même si pour moi, c'est pas underground parce que c'est un gros festival, leur programmation, elle est très très différente de tous les des plus gros festivals en France, et c'est ce qui, selon moi, en fait aujourd'hui un des meilleurs festivals de France en fait. C'est qu'ils ont réussi à garder cette âme un peu underground en la propulsant à grande échelle. Le problème, c'est que ça, c'est un festival sur 10, un programmateur sur 10. Et l'autre problème aussi, c'est pas forcément de la part des organisateurs, c'est de la part du public. Je suis pas très très vieille, ça fait pas très longtemps que je côtoie le milieu de la musique électronique, mais mine de rien, ces dernières années, j'ai quand même senti un certain... Je sais pas comment dire, il y a quand même une grosse partie du public qui aujourd'hui va écouter de la musique électronique sans regarder le DJ qui passe ou sans ceci, juste en fait pour aller faire la fête, juste pour aller en soirée. Alors avant, on allait en boîte de nuit, maintenant on va en soirée de musique électronique parce que c'est un peu tendance, ça fait 10 ans que ça revient sur le devant de la scène. Et le problème, c'est que ce public qui ne s'intéresse pas, ils vont voir que les gros noms et ils vont être contents que des gros noms. Mais comme en fait, ils disent ouais, moi je suis underground parce que j'écoute de la musique électronique, mais en fait, s'ils écoutaient Fun Radio ou ce genre de choses, pour moi, ce serait la même chose parce que s'il y a une soirée où les DJ ne connaissent pas, ça doit être une soirée musique électronique ou ce genre de choses, ils ne vont pas aller écouter. Ils ne vont pas chercher à comprendre qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, etc. Ils veulent du gros nom ou rien. Et il y a aussi la problématique qu'il ne faut pas oublier dans la musique électronique, qui est celle de la drogue et de l'alcool. Et je pense qu'il y a aussi ce problème-là qui fait qu'il y a une généralisation déjà de l'usage des substances en soirée de musique électronique, qui fait qu'aujourd'hui les gens portent de moins en moins attention à ce qui se passe pendant la soirée.
Ils veulent juste du gros son et puis un truc pour prendre voilà quoi, leur substance, on va dire ça comme ça. Et est-ce que tu penses que ça peut expliquer un peu la réticence que certaines personnes peuvent avoir à l'idée d'aller dans ce type de soirée ? Je pense que oui, parce que quand on voit la tête de certaines personnes du public, ça fait peur, hein, clairement. Je pense qu'il y a un préjugé aussi dans le sens où les gens se disent que s'ils vont dans ce genre de soirée-là, il va forcément y avoir ça, ils vont forcément y être confrontés. Mais en fait, si on aime franchement la musique électronique, d'une part, on n'est pas obligé d'aller en soirée pour en écouter, mais d'autre part, on est complètement capable de faire abstraction de tout ça et d'y aller en s'amusant comme n'importe qui. Et donc, en ce qui concerne l'apprentissage de la technique, comment est-ce que tu as fait ? Tu as appris toute seule ? Alors j'ai commencé avec mon meilleur ami qui m'a mis devant les platines et qui m'a dit « Alors c'est simple, le principe du mix, c'est que tu as 2 chansons, elles doivent être au même tempo. » Et après, il m'a laissé avec ça. Donc c'est relativement court comme explication. Et depuis, j'ai appris toute seule. Et en fait, c'est comme pour tout, c'est avec la pratique, ça vient. Et il y a certaines fois où je sais que je vais aller voir des DJ, par exemple, qui sont très très techniques. Si je peux vraiment m'approcher de la scène pour voir comment est-ce qu'ils font, et les petites techniques, je me dis « Ah ouais, c'est comme ça qu'ils font ». Ou alors, tout simplement, chez moi, en fait, à tester des trucs. Enfin, il n'y a pas une seule manière de mixer. Il y a autant de manières de mixer qu'il y a de DJ. C'est-à-dire que chacun a sa petite recette magique, le petit truc qu'il ne lâchera jamais, et la petite transition parfaite, peu importe la track qu'il va envoyer. Et ça vient en faisant, en fait. C'est vraiment beaucoup de temps, et je pense que la meilleure personne pour nous apprendre, c'est nous-mêmes, et voir ce qui fonctionne, et essayer. Après, c'est à condition d'avoir du matos, et le matos, ça coûte cher, donc si on a la chance d'avoir une bonne étoile comme moi, c'est tout de suite plus facile, quoi. Bon, maintenant, on voudrait parler un peu avec toi de féminisme et de la place des femmes dans le monde de la musique et le monde de la nuit. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Je pense que déjà, selon moi, le monde de la musique électronique, c'est un des milieux, je pense, dans la musique, enfin un des milieux musicaux où ça va être le plus simple, je pense, d'entrer. Tout à l'heure, je faisais référence au milieu de la free party, de la rave. Il ne faut pas oublier que c'est l'histoire de la musique électronique, et la rave, c'est souvent accompagné des mouvements de tolérance envers les homosexuels. Donc ça veut dire déjà un certain respect, une certaine tolérance de l'autre. Et donc assez facilement, enfin je veux dire, quand on arrive à laisser passer son homophobie, on arrive un peu plus à laisser passer son machisme, enfin souvent ça va un peu de pair d'ailleurs. Et je pense que la place des femmes dans le monde de la musique électronique et de la nuit en particulier, c'est... Je dirais pas que c'est difficile de se faire une place, dans le sens où je pense que tout le monde a la même attention, en fait, la même attention est portée à l'écoute et autres. Je pense que c'est plus la question de représentation du genre et de qu'est-ce que véhicule le genre. C'est-à-dire qu'une femme, on s'attend, comme dans plein de milieux, à ce qu'elle soit jolie, apprêtée, à ce qu'elle joue de la musique plus douce, peut-être un peu plus sensuelle, et à véhiculer une certaine image d'elle, alors qu'un homme, on n'attend rien de lui. Enfin, si on regarde les vidéos sur les réseaux sociaux des femmes DJ, je pense qu'il y a, 40 commentaires sur sa tenue, 50 commentaires sur la manière dont elle danse, une soixantaine sur la manière dont elle sourit, et peut-être 15 commentaires sur la musique qu'elle joue. Je pense que le problème de la place des femmes dans le milieu électronique, il vient pas des professionnels de la musique électronique. Moi, je me suis jamais sentie lésée par un technicien, par une équipe d'accueil ou par des producteurs de soirée ou quoi que ce soit. Je pense que le problème vient du public et de la représentation et des attentes qu'ils ont envers des femmes. Et pour l'accès, donc tu dis que toi, tu as très bien été accueillie et que souvent c'était le cas. Est-ce que tu ne penses pas, par contre, que la vocation est plus difficile à naître chez une femme, dans le sens où pour certaines personnes, dont une essayiste américaine qu'on a eu l'occasion de lire, qui s'appelle Rebecca Farrugia, il serait plus difficile pour une femme de se faire une place dans le milieu des musiques électroniques, car celui-ci est clairement associé à la technologie, dont les femmes ont traditionnellement été détournées. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration ? Alors,
Je pense qu'il y a du vrai dans cette déclaration, dans le sens où effectivement les femmes elles ont souvent été détournées de ça. Et là je pense que ça vient plus du côté de la femme, où souvent la femme se dit j'en suis pas capable. Ou alors peut-être qu'on a un côté plus réfléchi, ou quand on va se lancer dans quelque chose on va vouloir le faire bien, et donc avant d'oser monter sur scène et de se produire devant des gens, on va y avoir un chemin qui est beaucoup plus long que pour un homme. Mais pour autant, je trouve pas que... Enfin, moi, on m'a jamais pris pour une idiote en essayant de m'expliquer à quoi servaient les boutons sur les platines ou sur une table de mixage. Je pense vraiment que c'est plus une préconception. À partir du moment où une personne est sur scène, c'est que toutes ces choses-là, elle les maîtrise en fait. Donc depuis tout à l'heure, on emploie le terme DJ. Il y a eu récemment un petit débat autour de l'appellation DJ, qui a été rejeté par de nombreuses femmes qui trouvaient ce diminutif réducteur. Est-ce que tu as fait partie de ces personnes qui étaient contre cette appellation, et qu'est-ce que tu en penses ? Alors non, je pense que j'ai même déjà dit DJ dans l'interview depuis tout à l'heure. Au début, j'étais très réticente à dire DJ, parce que justement, je trouvais ça un peu réducteur, et ça faisait DJ, enfin je sais pas, c'était un peu... il y avait une mauvaise connotation, et puis en fait en réfléchissant, il faut pas oublier que DJ ça vient de disque jockey, donc c'est un anglicisme. Les Anglais ne font pas la distinction entre un homme ou une femme. En France, on l'a fait. Et je pense qu'il y a un moment où il faut savoir aussi féminiser le mot. Et si... je vois pas quel autre suffixe on pourrait mettre. Et justement, je trouve que c'est de plus en plus important de dire il y a une DJ ou ce genre de choses, parce que ça permet un peu justement déjà de mettre un genre sur la personne qui va mixer après, quoi. Je peux comprendre que ça gêne, mais moi de plus en plus je l'utilise. Après je dis rarement je suis DJ, parce que généralement je dis que je mixe, mais je l'utilise sans souci et je pense pas que ce soit réducteur. Il y a plusieurs collectifs musicaux uniquement féminins qui ont été créés. Est-ce que tu connais un peu des initiatives comme ça, et est-ce que tu souhaiterais en faire partie ou en créer une ? Alors j'en connais une en particulier qui s'appelle Female Pressure, qui est à Berlin. C'est des initiatives que je trouve très intéressantes parce que ça permet vraiment de dénicher des talents, et ça montre aux femmes qu'il y a une place pour elles. Ça montre qu'il y a d'autres personnes qui osent le faire, et donc s'il y a d'autres personnes qui le font, pourquoi pas moi en fait. C'est une grosse communauté en fait qui recense des artistes de musique électronique, des artistes visuels, tout ce qui a trait au numérique en fait. Mais vraiment artistique. Et c'est vraiment des initiatives que je soutiens, dans le sens où c'est vraiment une manière de dire aux gens tu peux exister. Tu peux exister, et si tu souhaites exister, il y a des personnes qui peuvent te permettre d'exister et te guider pour exister. Enfin, ça peut faire peur en fait, tout ce monde-là, même le monde de la production musicale. C'est effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est très technique, c'est des logiciels qui sont pas forcément évidents à appréhender, mais que ce soit pour un homme ou une femme d'ailleurs. Et c'est vraiment des petites communautés d'entraide en fait, qui sont pour moi importantes, parce que ça permet de renforcer les compétences des uns et des autres, et puis vraiment d'aller chercher des petites pépites, de trouver des nouvelles personnes qui peuvent s'exprimer en fait. Et donc toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une carrière de DJ, se tourner vers des associations ou des collectifs comme cela ? Je pense que déjà pour se lancer dans une carrière de DJ, femme ou pas femme, le plus important c'est d'avoir un collectif ou une association ou un groupe de personnes qui nous entourent, parce qu'une identité musicale elle se construit pas toute seule. Moi mon identité musicale et ce que je joue aujourd'hui, elle est le fruit de nombreuses rencontres avec de nombreuses personnes qui m'ont orientée vers plein de styles que parfois j'aimais pas au début, et au final aujourd'hui j'adore ça. Et je pense que s'orienter vers ces collectifs-là, c'est bien aussi, parce qu'il y a une notion d'anonymité aussi, le fait que ce soit en ligne. On va pas forcément rencontrer la personne, donc pour les gens timides, c'est quand même moins difficile d'écrire sur son clavier d'ordinateur que d'aller rencontrer quelqu'un dans un café. Je pense que dans tous les cas, en fait, le conseil que je peux donner pour devenir DJ, c'est... pour le premier conseil, c'est ne fais pas ça pour l'argent, parce que ça ne marchera pas. Et le deuxième conseil, c'est vraiment... de savoir s'entourer des bonnes personnes en fait, des personnes qui nous veulent du bien. Je pense qu'on a la chance d'être dans un milieu qui est pas tant compétitif que ça. Il y a des gens qui vont dire que c'est le contraire, mais je trouve qu'il y a une grosse entraide quand même entre producteurs, entre DJ d'une même région, d'une même
ville ou même de même esthétique. Et je pense que c'est justement un milieu où il y a moins cette compétition, on ne cherche pas à faire disque d'or ou disque de platine ou d'être élu meilleur DJ au monde. Et c'est vraiment cette entraide et ces rencontres qui sont primordiales pour se construire en tant que DJ, quoi. Et en parlant de conseils, on aimerait bien s'inspirer un peu de tes playlists actuelles. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? Alors, en ce moment, je suis sur un revival de rap et de hip-hop des années 90 parce que donc, j'écoute beaucoup de rap et de hip-hop. Je commence de plus en plus à en mettre dans mes podcasts et dans mes mix d'ailleurs pour pas laisser cette partie de moi ailleurs. En fait, j'écoute en ce moment des vieux Nas, du NTM aussi, donc ça c'est plus pour la partie française. Sinon des disques qui me quittent jamais, il y a des albums de Pink Martini que j'écoute énormément. Sinon en ce moment j'écoute pas mal Archive, qui est un groupe de rock anglais dont je suis fan depuis toute petite aussi. Et, en électronique, j'écoute beaucoup Hugo Massien, qui est un producteur français qui fait de l'électro acide que j'aime beaucoup. Sinon, il y a le projet d'un ami à moi qui s'appelle Simon. Donc son projet, c'est Assim. Pour moi, c'est un excellent producteur. Et j'adore tout ce qu'il fait. Donc à chaque fois qu'il fait quelque chose, il me l'envoie et je saigne le morceau, comme on dit dans le milieu. Et sinon, il y a tout le label Pinkman, qui est un de mes labels préférés que j'écoute très régulièrement. Et toute la scène anglaise aussi, avec l'Aska, ce genre de choses que j'écoute aussi beaucoup. Et la question de la fin que l'on pose à toutes nos invités, avant de se quitter, on voudrait savoir quel lieu tu conseillerais à quelqu'un qui vient de poser pour la première fois le pied en Bretagne. Alors ça va faire très cliché, mais en fait moi comme je viens de la Baule, je suis une fille de la mer. J'aime beaucoup le contact avec l'eau. J'ai besoin régulièrement de sentir la mer ou l'eau. Quand t'arrêtes, ça va pas, je vais me balader sur le quai de la Prévalais. C'est pas le plus joli, mais c'est ce qui se rapproche le plus de l'eau. Et sinon, un lieu en Bretagne que j'adore et dont je me lasserai jamais, c'est la plage de la Pointe de la Garde-Guérin à Saint-Briac. Parce que mon père est marseillais, donc méditerranéen, donc j'ai passé beaucoup de mes vacances en Méditerranée. Et la pointe de la Garde-Guérin, en fait, je trouve que ça ressemble un peu à la Méditerranée parce que l'eau est très claire et la roche est belle. Et c'est surtout un endroit qui n'est pas envahi de touristes parce qu'il est difficilement accessible. Et encore une fois, en venant de la Baule, les touristes, je les connais bien et je les ai pas mal supportés. Et j'aime bien pouvoir aller dans des endroits qui sont calmes et qui sont beaux aussi bien en été qu'en hiver. Eh bien, merci Morgane de nous avoir rencontrés aujourd'hui. Merci pour cet échange. Merci à vous en tout cas de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté ce podcast et rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Bretonne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou partager autour de vous. Pour plus d'informations concernant le contenu de ce podcast et pour des références liées à chaque épisode, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur les comptes de Bretonne Podcast.